Le devoir de mémoire est un terme pollénisé dans les années 1980, fécondé dans les années 1990 et disséminé dans les années 2000. Nous verrons aujourd'hui comment les mémoires des justes parmi les nations participent au devoir de mémoire. Mais tout d'abord, savez-vous vraiment ce que signifient ces termes ? Nous allons nous y intéresser aujourd'hui avec nos invités, Morgane Da Silva et Alan Diambuana. Solène, tu allais interroger des gens à ce propos, on écoute ton micro-trottoir. Est-ce que vous savez ce qu'est le devoir de mémoire ? Ah oui, le devoir de mémoire, oui. C'est quoi pour vous ? Ça s'adresse à... c'est une action civique, c'est de ne pas oublier ceux qui ont souffert, se sont engagés pour un pays, pour la France, pour un autre pays par exemple. Okay. C'est quoi pour vous injuste ? Pardon ? Injuste. Vous savez ce que c'est ? Non. Est-ce que vous connaissez Irina Sendlerova ou Oskar Schindler ? Pas du tout. Est-ce que vous savez ce que c'est le devoir de mémoire ? Oui, je crois savoir. Et qu'est-ce que c'est pour vous alors ? C'est le fait de se souvenir collectivement de choses importantes qui font partie de notre histoire, de notre culture. D'accord. Et est-ce que vous considérez l'écriture du coup comme le devoir de mémoire ? Comme une forme de devoir de mémoire ? Oui, mais pas plus qu'un autre format. Est-ce que vous connaissez Oskar Schindler ou Irina Sendlerova ? Je connais Schindler par le film de Spielberg et l'autre non. D'accord. Et donc, alors vous savez ce que c'est un juste ? Quel est le rôle d'un juste par rapport à Oskar Schindler, qui était injuste ? Non, mais je peux le deviner un petit peu. C'est quoi ? C'est-à-dire quelqu'un qui va essayer d'être juste D'accord. Dans une société qui ne l'est pas forcément, qui va appliquer ses propres principes. Merci beaucoup. Ouais, c'est tout. C'était rapide. Ouais, c'est bien. Eh bien, nous pouvons constater que peu de personnes connaissent réellement la signification de ces mots. Heureusement, nous sommes là, nous allons donc tâcher de vous l'expliquer, puis de vous l'illustrer avec l'histoire d'une héroïne peu connue mais fascinante. « 1993. 1993 fut une année primordiale pour le devoir de mémoire. Cette expression est popularisée durant cette année, d'une part car elle apparaît dans un célèbre magazine, La Marche du siècle, mais on la retrouve aussi au sujet du baccalauréat. On pourrait alors le définir comme l'obligation morale de témoigner, individuellement ou collectivement, d'événements dont la connaissance et la transmission sont jugées nécessaires pour tirer les leçons du passé. On assimile généralement cette notion à la Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle les justes parmi les nations, ces hommes et femmes reconnus par Yad Vashem et l'État d'Israël depuis 1963 pour avoir sauvé des Juifs sans contrepartie, ont eu un rôle vital. Gilbert Sinoué nous a offert l'histoire d'une de ces justes parmi les nations, grâce à son livre qui se trouve être entre biographie et roman. Il est intitulé Irina Sendlerova, juste parmi les nations, et publié aux éditions Don Quichotte. Nous vous le recommandons bien sûr. Il nous offre alors le portrait d'une jeune femme stupéfiante, n'est-ce pas Morgane ? Exactement Inès, c'est une femme extraordinaire. Je vais vous dire un nombre, 2500. Cette jeune Polonaise catholique qui était assistante sociale a sauvé plus de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie à compter du 12 octobre 1940, donc la date de la création du ghetto, à mai 1943. On peut rajouter qu'elle sauva ses enfants de manière incroyable. Elle usa de son métier comme prétexte pour aller dans le ghetto et sauver ses enfants en les faisant passer par les caves, les canalisations, des boîtes en carton, sous des ordures et j'en passe. Ses missions étaient devenues si importantes qu'elle reçut même de l'argent de son réseau de résistance. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit Inès, pour rejoindre Morgane, tu l'as qualifiée d'héroïne oubliée. Tu as raison, parce que cette femme était encore inconnue du grand public jusqu'en 1999. Ce n'est que grâce à des étudiantes du Kansas qui ont mené une pièce de théâtre à son sujet, intitulée, il me semble, La vie dans un bocal, à un concours national qu'elle se fait connaître. Tout à fait. Elle le dit elle-même, je cite, « Avant que vous n'écriviez La vie dans un bocal, personne ne se souciait de ma personne, ni du travail que j'avais accompli. » Voilà, exactement. Alors certes, elle a reçu le titre de juste en 1965 par l'État d'Israël, Israël qui l'a aussi nommée citoyenne d'honneur en 1991. Ensuite, la Pologne lui a remis la distinction de l'Aigle royal en 2003. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que toutes ces distinctions ne lui ont été attribuées que des décennies après. Sans oublier qu'elle était potentiellement éligible au prix Nobel de la paix en 2007, mais on ne lui a pas attribué, et même les œuvres à son sujet, telles que notre livre, lui, datent de 2016 et c'est très tardif. Sachant que, à l'inverse, certains justes comme Oskar Schindler, qui est un homme dont le mérite fut contesté, est lui fortement connu. Pourquoi ?
parce que d'une part, son livre était parfois étudié en cours, mais aussi parce que l'adaptation cinématographique a été promue internationalement, car son réalisateur était Spielberg, donc incontournable. Alors ce que vous mettez en perspective, c'est très intéressant, hein. Il est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, les différentes populations ont mis du temps à accepter le génocide. Les Juifs ayant survécu eux-mêmes ne pouvaient pas parler de ce traumatisme. Il a donc fallu de nombreuses années pour l'acceptation de cet épisode historique, d'où sûrement le décalage entre l'attribution des titres et les récompenses par rapport aux actes, comme tu nous en as parlé, Solène. Tout comme aussi l'apparition du devoir de mémoire, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement. Mais ça n'empêche pas certains de témoigner, bien sûr. Alan, tu nous as sélectionné un extrait du livre, nous t'écoutons tout de suite. Le rabbin, les yeux cerclés de lunettes à monture d'acier, la salua d'un bref mouvement de tête. Frère Sainte-Lerova, vous avez bien du courage de venir ici, et je vous en remercie. Allah nous a entretenus de votre projet. Il pogea ses prunelles grises dans celles d'Irena. Beaucoup d'entre nous refusent d'abandonner leurs enfants, et surtout quand l'on change leur nom, pour les placer dans des familles de gentils. Cela me peine de le reconnaître, mais mon autorité sur ma communauté n'est plus celle d'avant la guerre. Madame Sandler, si vous voulez que je puisse convaincre les miens, il vous faudra me donner des assurances. Des assurances ? Un homme se dressa et demanda. Oui, une fois que vous nous aurez pris nos enfants, que se passera-t-il si nous mourons avant la fin de la guerre ? Qui les recherchera ? Irena eut un léger temps d'hésitation. Elle n'avait pas pensé à cette situation et, pourtant, Dieu savait si ses craintes étaient légitimes. Elle crut entendre la voix de Wilton Kraniunski lui souffler. Combien de familles seraient prêtes à abandonner leurs enfants à des inconnus sans certitude de les revoir, les confier à des goy du surcroît. Je conserverai les coordonnées de chaque enfant, déclara-t-elle enfin. Et si vous-même êtes tué, lança quelqu'un d'autre, quelle garantie nous donnerez-vous que nos enfants survivront ? Irena inspira profondément. Aucune, je regrette. Je ne peux rien vous garantir, même pas de pouvoir les sortir du ghetto. J'ai pris cet extrait parce qu'il nous offre la représentation d'un moment décisif. Tout d'abord, l'importance de l'identité religieuse. On voit que même dans des conditions de vie misérables, les familles juives refusaient de livrer leurs enfants parce qu'ils seraient finalement convertis au catholicisme et qu'ils perdraient leur culture juive. Mais cela montre aussi l'omniprésence de la mort. Exactement. Il parle sans crainte de l'éventualité de la mort de chacun, car c'est pour ça qu'Irena est venue les voir. Essayer de sauver ses enfants d'une mort certaine. Je dis bien essayer, car elle-même le dit ouvertement, elle n'a aucune garantie de les sortir du ghetto. Mais selon moi, il y a un autre point qu'on devrait relever aussi. C'est la manifestation des membres catholiques dans cette histoire, vous n'êtes pas d'accord ? Je voulais justement en parler. Je pense que c'est très important de l'aborder parce qu'il y a dans les esprits de beaucoup de personnes l'idée que les Polonais étaient tous très antisémites. Or, ce livre nous prouve totalement le contraire. Comme tu l'as dit, Inès, il y a une grande manifestation de l'ordre catholique pour sauver ses enfants. On voit qu'Irena parvient à les sauver en les donnant dans des familles catholiques, mais l'Église a aussi procuré à ses enfants des faux actes de baptême. Alors ça permet quand même de nuancer certaines idées préconçues. Tout à fait. Alors ce qui est également intéressant lorsqu'on lit ce livre, c'est que ça nous offre une rétrospective de la vie dans ces ghettos, de son début à sa fin. Parce que comme je l'ai dit, à la fin ce ghetto a connu un soulèvement. Oui, du 19 avril au 16 mai 1943. Je crois qu'il y avait deux mouvements de résistance qui s'étaient créés, le ZOB et l'Union combattante juive, en juillet, le 28 juillet 1942. Ils devaient comporter 750 membres, à peu près. Exactement, ces mouvements s'étaient créés pour faire face aux nombreuses déportations et exécutions dans le ghetto. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont passés à l'action grâce à des armes qu'ils s'étaient procurées avec le mouvement militaire clandestin polonais ou artisanal, et ils ont réussi à surprendre les Allemands. Et ça a commencé le 19 avril parce que les Allemands avaient réinvesti le ghetto dans le but de poursuivre l'opération de liquidation. Cette opération qui avait commencé plusieurs mois avant, le 18 janvier. Sur les ordres d'Himmler. Mais les rapports de force étaient vraiment inégalitaires. On le voit dans le livre que les Allemands ont envoyé des tanks dès le 3e jour. Donc, jusqu'au 16 avril, les 750 combattants juifs n'ont pas pu faire face. Leurs actions étaient mineures face au bombardement du ghetto. Et les Allemands ont vraiment répondu de manière agressive. Ah oui, il y a eu 7000 morts. Le reste, donc environ 50 000 juifs, ont été déportés vers Treblinka, dans des camps de concentration comme Lublin, mais aussi dans des camps de travaux forcés comme à Krasnik, sachant que le ghetto a rassemblé jusqu'à 380 000 juifs. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'en 3 ans, ils avaient éliminé presque 3/4 de la population du ghetto. Mais les propos du chef du mouvement résistant ont été relatés justement. Ils savaient qu'ils finiraient par être exécutés, mais leur intérêt était de mourir dignement. J'aimerais revenir maintenant sur le devoir de mémoire parce qu'on s'en est un peu écarté, même si ça nous a permis de, j'ai envie de dire, balayer les aspects importants du livre. Je me permets donc de vous poser une question assez large en cette fin d'émission. Pourquoi peut-on dire que ce livre participe au devoir de mémoire ?
Alors, il y a pour moi bien sûr une première chose fondamentale. On dit que le devoir de mémoire impose le fait de transmettre aux autres. Mais alors comment transmettre? L'écriture ça apparaît alors comme un moyen sûr et intemporel. On sait que les actions héroïques d'Irena, elles vont pouvoir être connues dans 40 ans parce que les livres seront toujours là. Mais pas forcément les souvenirs. Ce que tu dis, Morgane, c'est sur la forme. Moi, c'est sur le fond que je voudrais approfondir. Ce livre, ce n'est pas forcément... Ce livre, ce n'est pas une liste de tous les enfants qu'Irena a sauvés. Ce livre, ça présente un contexte. Il y a toute une histoire d'un ghetto et de familles aussi. Et ces familles, on perçoit leur souffrance et la brutalité pure des hommes est représentée telle qu'elle était réellement. Donc pour moi, le devoir de mémoire, il est dans toute cette violence. Ce livre, c'est l'hommage à ces gens qui sont morts là-bas, qui ont perdu leur famille. Il faut retenir tout ça. Alan, tu me dis très justement que la violence est représentée presque sans artifice. Parce que c'est vrai, les faits historiques du livre sont tous avérés. Mais il faut remarquer, dans ce livre aussi, que l'on a un narrateur extérieur au récit dont le point de vue est externe. Donc, tout au long de l'histoire, on suit Irena. Mais ce narrateur est presque omniscient tellement les informations sont riches et variées. Vous pensez que ça a un impact sur le récit ? Totalement, on perçoit ce récit et on le vit du côté d'Irena, une juste, c'est-à-dire qu'on a un aperçu de ses sentiments, on a les raisons et les causes de ses actes. Grâce à ça, on sait qu'Irena est une personne vraiment altruiste et c'est très intéressant d'avoir ce point de vue à la fois extérieur au ghetto et aux nazis. Et si les livres sur la Shoah ont comme objectif d'offrir une rétrospective de cette période sombre de l'humanité, ce livre présente plus une lueur d'espoir car il montre la bonté de l'âme de certains. Et cette transmission des faits et des valeurs est accentuée par le code romancé du livre. C'est vrai qu'un document historique n'aurait peut-être pas eu la même portée. C'est déjà la fin de notre émission. Chers auditeurs, vous découvrirez ou redécouvrirez prochainement Oskar Schindler, mais nous nous intéresserons aussi à l'aspect cinématographique du livre que nous avons étudié aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, et si vous voulez réécouter notre émission, elle est disponible sur notre chaîne YouTube TPE 2018.